Cet été, vous avez fait des rencontres extraordinaires et on va se faire un nouveau best-of de vos trouvailles les plus folles dans ce deuxième épisode. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, ici on ne parle que d'arthropodes parce que ce sont les animaux les plus cool, les plus nombreux et ceux qui souffrent du plus d'idées reçues. Il s'agira donc d'insectes, d'araignées, de mille pattes, de crustacés et pas des moindres, vous allez voir. Merci à vous tous qui m'avez envoyé des photos. Sachez que même si j'ai pas pu tout garder, je les ai toutes vues et ça m'a fait vraiment plaisir de voir que vous avez été aussi nombreux à avoir envie de prendre en photo des petites bêtes et de les partager. Vous êtes vraiment incroyables. Ce qui est également incroyable, c'est que j'ai à nouveau le soutien de CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo, donc je vais vous en dire un mot avant de commencer. CyberGhost VPN masque votre adresse IP, chiffre vos données et redirige votre trafic via un tunnel sécurisé, vous rendant virtuellement invisible. Il vous permet d'accéder à des contenus géorestreints sur plus de 35 services de streaming comme Netflix ou Amazon Prime, vous donnant accès à 40% de contenus supplémentaires. CyberGhost VPN est très bien noté sur Trustpilot et a déjà conquis plus de 38 millions d'utilisateurs. Son utilisation est vraiment intuitive, en quelques clics vous vous géolocalisez au Brésil ou en Corée par exemple, et vous accédez au contenu directement disponible dans ces régions. C'est compatible avec tous vos appareils, que ce soit Windows, Android, iOS et même vos consoles de jeux, et avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils simultanément. Donc si vous n'êtes pas déjà en train de gratter le compte d'un copain, vous pouvez régaler tous vos proches, et en plus ça vous coûtera quasiment rien, parce que grâce au lien en description, vous pouvez bénéficier de 83% de réduction et de 4 mois offerts. En prime, vous serez couvert par un service client disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui veillera sur vous aussi bien que le folk au plafond de votre chambre. Et si vous n'êtes pas convaincu, pas de souci, vous bénéficiez d'une garantie satisfait ou remboursée pendant 45 jours. Allez, on commence sans plus attendre avec cette chenille que vous avez été très nombreux à remarquer parce qu'elle est jaune fluo et de très grande taille. Avec ses 10 à 14 cm, c'est l'une des plus grosses chenilles qu'on puisse trouver en France métropolitaine. C'est la chenille du sphinx tête de mort. Elle est très reconnaissable à ses 7 stries latérales obliques et bleues, soulignées par des points noirs, et à sa corne granuleuse au bout de son abdomen qu'on appelle le scolus. La forme la plus commune est jaune vif, mais on en trouve aussi des formes bleues, vertes ou marron. Les chenilles se nourrissent essentiellement sur les plants de pommes de terre, de tabac ou d'autres solanacées, et après avoir bien mangé, elles s'enterrent pour préparer leur métamorphose. C'est de la fin de l'été à l'automne, donc en ce moment, qu'elles émergent sous la forme du très grand papillon sphinx tête de mort. Il a alimenté beaucoup de légendes en raison de la tache en forme de crâne humain qui orne son thorax et qui lui a donné son nom. Ça lui a même valu une affiche de cinéma. Alors il y a effectivement quelque chose de très particulier chez ce papillon, mais ça n'a rien de mystique, c'est juste qu'il peut émettre une sorte de cri quand il est dérangé. La chenille aussi en est capable, mais son cri est plus faible. C'est un comportement qu'on retrouve chez d'autres sphinx, mais le cri du sphinx tête de mort est assez audible pour faire reculer un humain pas averti, donc on peut dire que ça fonctionne. Il est bien connu des apiculteurs parce qu'il raffole du miel et il peut aller en voler directement dans les ruches, mais ce qu'il y a de plus remarquable chez lui, c'est sa migration. Le sphinx tête de mort est un papillon qui peut migrer sur de très longues distances et à l'heure où je tourne cette vidéo, il est en train d'entamer un très long voyage pour passer l'hiver au chaud. Dans le sud du bassin méditerranéen, au Moyen-Orient, en Afrique et jusqu'à chez nos amis de Mayotte et de la Réunion que je salue. C'est leurs descendants qui feront la migration inverse au début de l'été et ils remontent parfois très au nord de l'Europe puisqu'on peut les voir jusqu'en Scandinavie. Le sphinx tête de mort est devenu assez rare en raison de la perte d'habitat liée à l'agriculture intensive et aux pesticides, donc bravo à tous pour l'avoir trouvé et merci pour vos belles photos. Il y a un autre papillon remarquable qui vous a aussi tapé dans l'œil, c'est le grand pan de nuit. C'est un papillon nocturne, protégé en Île-de-France et qui appartient à la famille des Saturnidés, une famille qui regroupe certains des plus grands papillons du monde, comme le célèbre Atlas. Saturnia piri, le grand pan de nuit, est lui le plus grand papillon d'Europe avec une envergure pouvant atteindre 15 cm. On le retrouve un peu partout dans le sud du continent, surtout dans les régions boisées, et on le reconnaît facilement à sa teinte brunâtre et aux taches en forme d'yeux sur ses deux paires d'ailes. Ses yeux sont destinés à effrayer ses prédateurs comme les oiseaux. Les mâles se distinguent par leurs antennes plumeuses qui leur permettent de détecter des concentrations infimes de phéromones émises par les femelles, et ce à plusieurs kilomètres de distance. Les femelles sont donc de véritables aimants, et c'est une observation qui a été relatée par Jean-Henri Fabre dans un des chapitres les plus connus de ses souvenirs entomologiques. Je vous conseille de le lire, c'était entre autres un formidable entomologiste, écrivain et poète, et donc c'est très plaisant. Les grands pans de nuit ne vivent que quelques jours une fois adultes, juste le temps de se reproduire. L'espèce passe donc le plus clair de sa vie active sous forme de chenille, à manger des feuilles d'arbres fruitiers comme le cerisier, l'amandier ou le poirier. La chenille est très différente de l'adulte, mais tout aussi remarquable, avec ses grands tubercules bleus et poilus. Elle peut atteindre 12 cm et elle est d'abord noire, puis verte, puis elle devient brune à l'approche de la nymphose sous l'effet de l'activation de ses glandes à soie. Elle passera l'hiver dans son cocon et le papillon éclot en général au printemps suivant, mais il peut aussi éclore 2 voire 3 ans plus tard. Étant donné la courte durée de vie de l'adulte et la longueur de son cycle, c'est donc une observation peu fréquente, alors merci pour vos photos, c'est vraiment cool d'avoir des images de ces magnifiques papillons. Allez, on quitte maintenant les insectes pour faire un tour chez les crustacés qui sont aussi des arthropodes et pas seulement marins puisqu'on en trouve sur la terre ferme, les cloportes par exemple. Alors l'espèce dont je vais vous parler n'est pas le meilleur exemple de crustacés terrestres. Montre pas tes fesses.
C'est l'heure des câlins, désolé. Tant pis, je fais la vidéo comme ça. Hein. Alors, l'espèce dont je vais vous parler n'est pas le meilleur exemple de crustacé terrestre, puisqu'il s'agit d'un cloporte qui n'est que partiellement affranchi du milieu marin. On la retrouve sur le littoral atlantique, il s'agit de la Lygie océanique. C'est un très grand cloporte qui peut atteindre 3 cm, généralement de couleur vert-olive, gris, voire gris foncé, et qu'on reconnaît à ses très gros yeux composés. Contrairement à la plupart des cloportes terrestres, elle est très rapide et agile grâce à son corps aplati, qui lui permet de se faufiler entre les rochers pour échapper aux prédateurs et aux vagues. Comme les autres espèces de cloportes, la Lygie est un détritivore, donc elle passe la majorité de son temps hors de l'eau à la recherche de sa nourriture préférée, les algues, mais elle mange aussi de la matière organique en décomposition. Celle-là est en train de muer, ce qui explique qu'elle soit bicolore. Les cloportes muent en 2 parties, en commençant généralement par l'arrière, et le décollement de leur ancienne cuticule leur donne cet aspect terne, comme ici. Il existe une Lygie méditerranéenne, mais qui est beaucoup plus petite, puisqu'elle fait environ 1 cm. Merci beaucoup Nina et Curemento pour ces belles photos, je suis très heureuse d'avoir pu vous parler de cloportes dans ce format. La prochaine observation est un animal extrêmement rare, qui vit uniquement en altitude dans une zone très restreinte du plus beau département de France, le pays catalan. Je dis ça en toute objectivité, c'est pas parce que je suis née à Perpignan. Il s'agit du scorpion aveugle du Canigou, ou scorpion aveugle catalan, Belisarius chambeuyi. C'est un petit scorpion cavernicole de 2 à 4 cm de long, endémique du massif du Canigou, parfaitement adapté à la vie souterraine dans l'obscurité, ce qui lui permet de s'affranchir en grande partie de pigmentation, d'où sa couleur beige roussâtre, mais aussi de certains organes, comme les yeux. Pour repérer ses proies, essentiellement des petits arthropodes, le scorpion aveugle se sert donc uniquement de ses soies sensorielles, des sortes de poils sensitifs. Il se déplace lentement avec les pinces tendues vers l'avant, et lorsqu'il détecte une proie, il l'attrape et la porte à ses chélicères pour la manger directement. Il ne pique que très rarement lorsque la proie se débat trop. Son venin n'est pas assez puissant pour affecter un humain, mais il suffit à immobiliser de petits insectes. On le retrouve dans des grottes, mais aussi parfois en forêt, sous des pierres ou des feuilles mortes. C'est une espèce très rare et discrète qui semble en déclin pour des raisons encore méconnues. Il est donc très difficile à rencontrer, donc merci et bravo Lézard Farouche pour ton observation, et merci beaucoup à Ludivine de m'avoir permis de vous partager ces magnifiques photos macro. J'en profite pour vous montrer aussi cette sublime photo d'Antoine, alias Prise Nature, qui ne montre pas un scorpion, mais un pseudo-scorpion. Les pseudo-scorpions ressemblent beaucoup aux scorpions, mais ils sont bien plus petits et ils n'ont pas de queue, donc pas d'aiguillon. Ils dépendent donc uniquement de leurs pinces pour chasser. Allez, on reste chez les arachnides avec une famille qui doit vous être beaucoup plus familière, les saltiques, ou araignées sauteuses. Il s'agit de la plus grande famille d'araignées au monde, avec 6741 espèces décrites au moment où je tourne cette vidéo, dont environ 160 en France métropolitaine. Vous en avez trouvé plein d'espèces différentes dans vos logements, dans vos jardins, même dans vos voitures. Ce sont des araignées très communes et qui nous côtoient souvent, mais elles sont de petite taille, 5 à 15 mm, donc il faut quand même avoir l'œil. En termes de vision d'ailleurs, c'est tout l'inverse du scorpion aveugle. Elles ont 8 yeux, dont 2 traits développés à l'avant de la tête, qui leur confèrent une vue très perçante. Et c'est grâce à ça qu'elles chassent. Donc si vous en voyez une, sachez qu'elle vous a vu avant. Elles ne font pas de toile en attendant qu'un insecte vienne s'y coincer, comme d'autres araignées. À la place, elles vadrouillent à la recherche d'une proie. Dès qu'elles en repèrent une, elles lui sautent dessus pour la capturer, d'où leur nom, araignée sauteuse. Ces 2 gros yeux ont aussi pour effet leur donner un aspect plus proche de ce qu'on connaît chez d'autres animaux, ce qui les rend moins effrayantes. C'est ce côté mignon et leur petite taille qui leur vaut un succès grandissant dans le milieu de la terrariophilie, avec en tête de file l'espèce Phidipus regius, qui est présente à l'état sauvage uniquement sur le continent américain. C'est une des plus grandes saltiques du monde, les femelles pouvant mesurer jusqu'à 2 cm, mais on trouve en France des espèces tout aussi belles et intéressantes, comme ce mâle Aelurilus V insignitus, reconnaissable facilement grâce à la tache en forme de V sur son front, cette femelle Marpissa muscosa avec ses lunettes rouges et sa bande crème juste en dessous, ou encore ce mâle Cetis barbipes dont la 3e paire de pattes est très développée, poilue et d'un orange tout à fait saisissant. C'est grâce à cette paire de pattes qu'il essaie d'impressionner les femelles lors de la parade nuptiale. Vous connaissez déjà peut-être ces parades remarquables grâce aux icônes des reportages animaliers et emblèmes de la famille, les saltiques du genre Maratus ou araignée pan. Vos photos sont trop belles, merci à vous de nous montrer ces animaux de près et sous des angles différents. On peut prendre nos prochaines trouvailles pour des saltiques, ça n'en sont pas mais elles sont tout aussi mignonnes. J'irais même jusqu'à dire qu'elles comptent parmi les plus belles araignées de France, il s'agit des érèses ou araignées velours. Elles font partie de la famille des Érésidés, une famille d'araignées fouisseuses. L'espèce la plus présente en France est Eresus colari, l'érèse coccinelle. Ce sont des araignées de petite taille, environ 1 cm pour le mâle, et reconnaissables essentiellement à leur couleur puisque l'abdomen du mâle est rouge écarlate avec quelques taches noires. La femelle est presque entièrement noire et beaucoup plus grande que le mâle, elle peut faire
jusqu'à 2 cm. Elle creuse un terrier d'environ 10 cm de profondeur qu'elle tapisse de soie et elle attrape les proies qui passent à proximité, des petits insectes ou d'autres araignées par exemple. Le mâle est plus visible, non seulement parce qu'il est rouge vif, mais aussi parce qu'il vadrouille davantage à la recherche d'une partenaire qu'il rejoindra directement dans son terrier où l'accouplement aura lieu. Après la ponte, la femelle expose son cocon au soleil pendant la journée pour réchauffer ses œufs et puis le soir elle le ramène au fond du terrier. Une fois éclos, les jeunes passent plusieurs mois en compagnie de leur mère, de l'été jusqu'au printemps suivant, et puis ils quitteront le terrier avant de se disperser. Il existe 2 autres espèces du genre Eresus en France, Eresus sandaliatus qu'on retrouve en région méditerranéenne et qui est quasi menacé, et Eresus moravicus dont la femelle se reconnaît facilement à sa tête rousse, mais qui est plus rare en France, on la retrouve plutôt en Europe de l'Est. Vraiment merci et bravo pour vos observations, c'est vraiment pas facile, 1 de les voir et 2 de voir des femelles parce qu'elles passent leur temps cachées, donc vous avez vraiment assuré. Sachez que c'est une araignée que je rêve de voir en vrai depuis des années et que j'en ai jamais vue, donc le jour où ça arrive, vous aurez sûrement une vidéo entière dessus. Allez, on reste dans les petites bêtes velues avec cette créature tout à fait étrange, des couleurs vives, du poil aux pattes et franchement de très belles lunettes de soleil, c'est Pogonosoma maroccanum, le pogonosome marocain. En grec, pogon c'est la barbe et zoma c'est le corps, donc Pogonosoma c'est une référence à leur corps barbu, et c'est d'ailleurs ce qui a valu le nom à cette famille de mouches, les mouches à toison. Car oui, cet étrange insecte est bien une mouche, mais pas n'importe laquelle, une redoutable mouche prédatrice qui chasse d'autres insectes. Je vous laisse d'ailleurs prendre conscience de sa taille par rapport à celle de la guêpe qu'il a attrapée. Les mouches à toison ou acylidées sont des prédateurs stricts et leur morphologie est adaptée à cette spécialisation. Leurs très gros yeux servent à repérer leurs proies en vol, leurs pattes longues et épineuses servent à les maintenir fermement et leur rost très robuste sert à les transpercer avant d'en aspirer le contenu liquéfié. Désolée, la nature est parfois brutale, c'est d'ailleurs peut-être la première fois que vous êtes pris de pitié pour une guêpe. Malgré son nom, le Pogonosome marocain n'est pas spécialement abondant au Maroc, mais on le retrouve plutôt dans la partie nord du bassin européen et il remonte même assez haut en France. Les adultes sont souvent solitaires et ils passent le plus clair de leur temps perchés sur une tige ou un rocher dans des zones plutôt sèches et ils scrutent l'environnement à la recherche d'une proie. Bravo de l'avoir trouvé et merci Ghost et Isabelle pour vos photos. Ces abeilles sont extraordinaires, je suis trop contente que vous les ayez vues, ce sont les mégachilles. Il s'agit d'une grande famille d'abeilles solitaires, de taille, de forme et de couleurs variées, souvent velues. Ce sont d'excellentes pollinisatrices, mais elles ne vivent pas en colonie, comme la quasi-totalité des abeilles, et elles ne font pas non plus de miel, comme la quasi-totalité des abeilles. En fait, on nous parle souvent que de l'abeille domestique, qui a un intérêt économique parce qu'on peut vendre ses productions, mais l'abeille domestique ou abeille européenne est aussi représentative des abeilles que le poulet de batterie est représentatif des oiseaux. Il existe plusieurs centaines d'espèces de mégachilles en France et vous en avez trouvé des super rares comme The Lost Wood avec sa Coelioxys brevis, qui en plus n'en a pas trouvé qu'une, mais un couple sur la même tige. Les femelles de ce genre ont une structure pointue au bout de l'abdomen qu'on appelle le pygidium et qui leur permet de percer le nid d'autres abeilles solitaires pour y déposer leurs œufs. Leurs larves éclosent plus tôt et vont manger toutes les provisions du nid, ce qui leur a valu le nom d'abeille coucou. Beaucoup moins rare mais tout aussi intéressante, c'est l'Antidie cotonnière ou Antidie à manchette trouvée par 17. J'adore cette espèce parce qu'il y a une énorme différence de comportement entre le mâle et la femelle. Elle passe sa journée à butiner et à récolter les poils des feuilles pour en faire un cocon tout doux pour ses larves. Alors que lui, sa passion, c'est les torgnoles. C'est l'équivalent du petit chien qui aboie sur tout le monde, il est super territorial et très agressif, et il va patrouiller autour d'une zone qu'il défend, souvent autour de fleurs riches en nectar. Alors vous risquez rien en tant qu'humain, il s'attaque seulement aux autres pollinisateurs, mais il est taillé pour la bagarre. C'est un mini char d'assaut, il a des mandibules acérées, des pics sur l'abdomen, et il colle des uppercuts à tout ce qui passe. Vraiment, s'il repère un autre pollinisateur sur son territoire, eh ben il fonce pour l'attaquer. Comme sur cette photo incroyable qui me fait mourir de rire. Cette démonstration de force leur permet d'attirer des femelles sur leur territoire riche en nectar, augmentant de facto leurs chances de reproduction. Si vous voulez un rapport de bataille détaillé, je vous mets en description le lien d'un super article qui décrit le combat épique entre un antidie mâle et un bourdon des pierres. Spoiler, c'est pas le bourdon qui gagne. Voilà, c'est avec ce petit roquet qu'on termine ce deuxième épisode. Il y en aura peut-être un troisième ici, ou plutôt en version courte sur Instagram, parce qu'il me reste plein de belles choses à vous montrer. Comme ce coléoptère rarissime, cette guêpe aussi brillante qu'une émeraude, et cette chenille qu'on croirait dessinée par une IA complètement torturée. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, je vous dis à bientôt et encore merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour profiter des 83% de réduction et des 4 mois gratuits. Protégez vos données et accédez à des contenus exclusifs avec CyberGhost VPN, c'est satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Bisous!